Alors, je présente donc les panélistes. Je vais commencer par le bout ici. Alors, Monsieur Stéphane Guidouin est co-instigateur du Pacte Santé Québec, une initiative citoyenne transpartisane qui invite les partis politiques et les partenaires sociaux à s'engager avant les élections sur les principes de transformation du système de santé. Fort d'une expérience en gouvernement ouvert et en processus participatif, il apporte au panel une perspective sur les mécanismes qui permettent de mieux faire ensemble. Est-ce que ça vous décrit bien? Quelque chose à ajouter? Non, ça ira pour l'instant. Ça ira pour l'instant. Parfait. Alors, je poursuis les présentations. On a Monsieur David Lavigne, qui est diplômé en génie civil, en génie biomédical et en administration. À partir de 1975, David a eu le privilège d'œuvrer dans le secteur des services de santé pendant 37 ans en tant que directeur général du CLSC Saint-Louis de Parc à Montréal, du Centre hospitalier de Verdun à Montréal aussi, de l'Hôpital Notre-Dame, ainsi qu'en tant que président-directeur général de l'Hôpital d'Ottawa. Et de l'Agence de santé et des services sociaux à Montréal. Il a également été ministre délégué à la santé et aux services sociaux au Québec et délégué général du Québec à New York. Est-ce que cette présentation est conforme? D'accord, merci. Et on a Jacinthe Messier de la TRPOCB, de la Table des regroupements provinciaux et des organismes communautaires bénévoles, militante féministe et engagée pour la justice sociale. Jacinthe cumule près de 20 ans de carrière dans le milieu communautaire autonome. Elle était intervenante pendant près de 10 ans auprès de diverses populations à Montréal, dont les jeunes, les familles et en situation de précarité, puis les aînés. Elle œuvre depuis 2019 au niveau national pour la défense et la promotion de l'autonomie communautaire. Aujourd'hui, travailleuse pour la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles, elle participe plus largement à la défense des droits de la personne, particulièrement envers le ministère de la Santé et des Services sociaux. Merci Jacinthe, merci à vous trois d'être présents aujourd'hui. Alors, nous commencerions par une question je dirais large, on va y aller en processus d'entonnoir. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire en un mot, en quelques mots, ce que représente pour vous la démocratie? En fait, puis c'est sûr que moi j'ai été interpellé par le terme démocratie parce que c'est pas nécessairement moi je fonctionne plus en termes de participation, en fait, participation citoyenne, engagement, etc. Et je me disais, ok, c'est la démocratie, c'est intéressant, c'est le nom du comité à la coalition. C'est sûr que tout à l'heure, il y a une petite définition qui a été donnée, là, mais si on en revient étymologiquement, là, démos, le peuple, cratie, le pouvoir. Puis pour moi, la question, c'est quel peuple puis quel pouvoir. C'est-à-dire, c'est qui les personnes qu'on engage. Puis pour moi, il y a vraiment, on va dire, deux grandes catégories. La première, c'est l'ensemble des travailleuses, des travailleurs qui sont impliqués. Puis c'est ensuite les citoyens qui sont tous des patients en puissance, on va dire, ou des patients. Donc ça, c'est le premier point. Puis le deuxième, c'est vraiment le pouvoir. Puis c'est là-dessus que je vais me permettre d'en parler un peu plus. Le pouvoir, souvent, on le voit comme un pouvoir, ce qu'on va appeler sur les gens. C'est un pouvoir de décider pour les gens. Puis c'est beaucoup ce qui est naturellement intégré quand on est dans une démocratie représentative comme la nôtre. C'est-à-dire qu'en fait, on a des représentants et on leur donne un pouvoir sur le reste de la population pour décider, on va dire à notre place, modulo des modalités diverses et variées. Cependant, et c'est pour ça que souvent que le terme pouvoir a une connotation négative. J'ai du pouvoir. C'est vu comme quelque chose de personnel, c'est à moi, c'est mon précieux, c'est mon pouvoir. Il y a une notion qui est le pouvoir avec, et qui est en fait cette notion de dire j'ai plus de pouvoir quand je suis avec des personnes. Et ça, c'est un pouvoir qui est de nature collective. On a beaucoup de syndicats autour de la table, mais même les organismes communautaires. En fait, c'est des organisations, des entités qui existent dans le pouvoir avec. C'est-à-dire que c'est en se mettant ensemble qu'on va être capable de le faire. Et pour moi, la question de la démocratie dans le milieu de la santé, elle est vraiment sur cette distinction. C'est-à-dire, ne pas se dire le pouvoir c'est mal. Il y a des fois on a tendance à rejeter le pouvoir, en dire j'en veux pas, etc. Je veux pas être comme la personne qui domine. Il faut accepter le fait que le pouvoir il existe tout le temps, il est partout. Et il faut voir de quelle forme on veut qu'il existe. Et une des revendications à mon avis qu'on pourrait avoir, c'est comment est-ce qu'on remet le pouvoir avec au centre effectivement du système de santé ou du système de maladie comme on le voit, et de se dire comment est-ce qu'on est capable de non pas
nommer des sauveurs qui vont arriver, qui vont prendre le pouvoir et qui vont être dans du pouvoir sûr, mais créer une relation dans laquelle le pouvoir, c'est du pouvoir avec, et c'est quelque chose dans lequel les politiciens, en fait, on les amène dans une posture où ils se disent je dois travailler avec les gens, je vais pas faire un projet de loi qui impose les médecins font ci, les infirmières font ça, etc., mais plus de travailler ensemble. Donc pour moi, la notion là de positionner un peu cette notion de démocratie, c'est vraiment de ramener à cette notion de dire le pouvoir, c'est pas juste du pouvoir sûr, c'est du pouvoir avec. Et comment est-ce qu'on passe et on augmente, on va dire, la part de pouvoir avec dans nos systèmes. Et ça peut se faire à vraiment tous les niveaux. Là, quand on parle démocratie, on passe juste élection, représentation, etc. Quand on parle de pouvoir avec, moi, je trouve que ça a la capacité à vraiment amener cette notion de, ça peut se faire à tous les niveaux du système. On peut être dans le avec, on peut travailler de manière collaborative à tous les niveaux, alors que les mécanismes représentatifs, eux, sont peut-être un peu plus difficiles à intégrer vraiment de manière complète à tous les niveaux. Si. OK. Je vais essayer de parler de la démocratie, de regarder l'évolution de la démocratie dans le domaine de la santé. On était au début de la naissance du système démocratique et aujourd'hui, on est anti-démocratique. Et par une compréhension de cette évolution, on va comprendre qu'est-ce que c'est pour moi la démocratie dans le domaine de la santé. 1973-14, premier CLSI, conseil d'administration qui viennent de la communauté, élu par le milieu communautaire, milieu d'affaires, même milieu religieux de la communauté, qui ont créé un conseil d'administration, de la mienne, 12 personnes. Ils ont fait un appel pour une DG, ils ont fait des entrevues, ils ont choisi leur DG, et que le DG était redevable à ces 12 personnes qui représentaient la communauté. Et à chaque année, il y avait la communauté qui s'exprime, qui y veut comme représentant. Alors, dans mon CLSI Saint-Lévi-du-Parc, il y avait la communauté grecque, la communauté portugaise, la communauté chinoise, il y avait le différents milieux. Ça se parlait presque 35 langues différentes dans ma communauté à cette époque. Ça, pour moi, comme DG, il y avait une grande démocratie parce que chaque chose que je voulais faire avec le CLSI, mettre l'argent pour le soin à domicile, mettre l'argent pour longue durée, mettre l'argent, j'amène ça au CA et les gens de la communauté disent, Monsieur Levin, mettez ça en longue durée maintenant. Ou mettez ça parce que la population dit qu'on a besoin de ça là-bas. Ça, pour moi, c'est la démocratie de la communauté. Après ça, je me déplace à Verdun, la même chose. Vous avez la communauté, vous avez les personnes au CIA, mais vous avez des nouveaux forces maintenant. Corps médical, qui est un siège au conseil d'administration. Alors là, il faut dealer avec les docteurs, mais les docteurs sont juste une force parmi les autres. Ils amènent quelque chose au CIA, mais les membres de la communauté disent non, on veut telle autre chose. Mais là, les docteurs, c'est un conseil d'administration. Ils ne peuvent pas faire autre chose. Ils mettent pression sur moi dans mon bureau pour convaincre les autres membres de CIA. Mais si je suis pas capable de les convaincre, voilà. Alors, c'était la démocratie. Par la suite, je fais Notre-Dame, c'est la même chose. Puis ça, c'est la haute gamme d'un conseil d'administration dont le gouvernement n'était pas prêt à me toucher. Parce que j'avais le recteur de l'université, j'avais le doyen de la faculté de médecine, mon conseil d'administration, encore élu. Puis là, le gouvernement nomme quelqu'un au conseil d'administration. Et ça, quand même, c'est le CA. Et notre CA était puissante et le gouvernement n'était pas prêt à jouer avec nous autres. Parce que c'est des hommes de la communauté. On avait des représentants des malades, les patients. Il y avait les dames bénévoles. Il y avait toutes sortes de monde de la communauté élus. Il y avait des places élues au conseil d'administration. À la fin de ce mandat, il commence à changer d'une façon assez importante. Vous avez la réforme Claire, la réforme Rochon, et là, vous avez la première création des agences de santé et services sociaux. Avant, on avait des structures assez démocratiques. On a créé l'Association
ou on appelle la Fédération des CLSC. On a créé l'Association des hôpitaux du Québec. On a créé une multitude d'organisations qui étaient créées par le milieu, par les établissements démocratiques, et c'est nos membres de conseil d'administration qui siégeaient sur ces entités. Alors, encore une fois, un deuxième niveau démocratique. Et quand l'Association des hôpitaux plaidait au gouvernement pour telle chose ou telle chose, il y avait une influence parce qu'il représentait tous les établissements milieu hospitalier. Ou quand la Fédération de CLSC faisait la même chose, puis il y avait pour le longue durée. Ça, on avait encore la démocratie. L'Agence de santé, dont j'étais DG pendant 10 ans, le gouvernement me nommait, pas le CA. Le gouvernement a nommé le CA. Et à toute fin pratique, c'est la première fois que le gouvernement a essayé de contrôler une instance régionale. Il me donnait de l'argent pour l'ensemble des établissements de mon territoire. Dans mon cas, parce que j'étais assez connu, j'avais un pouvoir public. J'étais capable de convoquer les journalistes et le gouvernement me touchait moins. Je gérais Montréal et il y avait une partie Montérégie-Laval. On avait un budget 6 milliards et ils nous laissaient pas mal seuls. Et j'ai impliqué le milieu communautaire. On avait des réunions à l'agence de santé où le milieu était présent pour présenter des choses au conseil d'administration. Et moi, j'étais obligé d'écouter quand même ce conseil d'administration. Puis, parce qu'on était... Les autres agences, il y en avait 17, c'était pas le cas. Le gouvernement les contrôlait. Et leur DG était peur de leur emploi, puis ils n'avaient pas le même type de pouvoir que moi j'avais à cause de la niveau de reconnaissance publique que j'avais à cette époque-là. Mais à la fin, les agences, les gens du ministère ont dit trop de pouvoir à l'agence. On n'aime pas le VIN parce qu'il prend des décisions lui-même. Puis à un moment donné, j'ai fait des choses avec le budget. Sous-ministre m'appelle puis dit, Monsieur Levin, qui vous avait donné permission de faire ça? Ben, j'ai dit, j'ai présenté ça à mon conseil d'administration. Il m'a dit, go avec. Je l'ai fait. Ah, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est nous, au gouvernement, qui a de l'argent. C'est nous qui doit décider. Mais j'ai dit, regardez la loi. La loi que vous avez faite dit que quand vous avez donné de l'argent à une agence, c'est entièrement sur la juridiction de CA de l'agence pour l'administrer. Puis là, la réponse était, oh, il faut qu'on change la loi. Et la loi a été changée pour éliminer les agences. Puis là, on embarque dans le temps de Gaétan Barrette, qui a éliminé tous les conseils d'administration, toutes les associations, association des hôpitaux, association, toute la structure qui existait démocratique. Et ça, c'était la fin complète de la démocratie dans le réseau de la santé parce que la population n'a pas été aucunement impliquée. Les comités des patients, les autres comités n'ont pas été présents et l'attitude du gouvernement, c'était inutile. D'avoir tout ça, c'était inutile. C'est nous qui connaissons quoi faire, comment le faire, et c'est nous qui va diriger le système, parce que c'est un système qui coûte cher, puis ça prend des vraies personnes responsables pour le gérer. Alors voilà l'évolution de la démocratie pour arriver aujourd'hui où vous avez Santé Québec, le seul avec un conseil d'administration nommé par le ministre, le PDG est nommé par le ministre, le président du CA est choisi par le ministre, le sous-ministre en titre est membre du conseil d'administration et il n'y a aucun geste de Santé Québec qui peut faire d'une façon autonome sans l'acceptation et l'approbation du ministère. On peut pas dire c'est très démocratique, mais c'était pour donner l'impression d'avoir un CA démocratique. Et là, les 22 CIS et CIUS à travers le Québec ont un CA consultatif, zéro pouvoir, mais ils ont un groupe d'individus que le PDG nommé par Québec peut les inviter à faire une discussion, mais aucun pouvoir,
aucun besoin de l'écouter et la grande majorité les voit même pas. Et c'est ça l'état de notre démocratie aujourd'hui dans le système de santé. Merci. Jacinthe. Je veux pas être pessimiste. On va être plus positif après. C'est un Inquiétez-vous très beau pas. topo. Merci beaucoup. Je sais pas quoi ajouter. Jacinthe. Ouais, c'est quasiment gênant de rebondir là-dessus. Fait que la question est, dans le fond, qu'est-ce que c'est la démocratie? Oui, qu'est-ce que c'est la démocratie, comme en un mot, puis après ça, on peut le relier au système de santé ou le faire en deux temps. Ouais. Ben, merci d'être revenu à l'étymologie. Je me trompe tout le temps en plus de mots pour dire justement la source du mot. Le pouvoir au peuple, parce que moi aussi, j'aime beaucoup revenir à vraiment ces deux mots-là si porteurs. C'est sûr, comme je représente le communautaire autonome, donc vraiment une branche spécifique du mouvement communautaire au Québec, le mouvement communautaire autonome, c'est vraiment là issu par, pour et avec la communauté. Donc, pour nous, la démocratie, ben, on a une phrase que vous entendez souvent, probablement, dite par tout le monde dans le milieu communautaire, là, jamais sur nous sans nous. C'est vraiment un classique qu'on répète ad nauseam pour dire toutes les décisions qui nous concernent, qui ont un impact sur nous, toutes les personnes doivent être partie prenante de cette décision-là. Qu'on soit pour, qu'on soit contre, toutes les opinions doivent être considérées pour prendre une décision éclairée. Et surtout, si on veut que cette décision-là, une fois qu'elle soit mise en application, perdure dans le temps, hein, atteigne ses objectifs et tout ça. Fait que c'est sûr que la démocratie, jamais sur nous, sans nous, c'est un bel idéal. Ça prend du temps, ça demande de la patience. C'est troublant d'entendre le ministère de la Santé dire que la prévention, ça prend du temps et qu'il faut se donner justement le temps d'en voir les résultats. Excusez-moi, je fais un pas en arrière, là. Jamais sur nous, sans nous, c'est super important, notamment en santé, quand on se rappelle que le droit à la santé, c'est physique, mental et social, hein, les trois volets de la santé. Donc, la prévention, ça se passe pas dans le réseau. C'est pour ça que moi, je parle plus souvent d'écosystème de santé et là, du système, parce que le communautaire autonome, on en est vraiment parallèle. On travaille très, très fort au quotidien, faire un peu abonder dans le même sens, là, pour ne pas être intégré au système, pour ne pas être instrumentalisé par le système. On va avoir la chance d'en parler plus tard aussi. Mais vraiment, là, l'expertise de chaque personne, la démocratie, ça part du fait qu'on se reconnaît chacun notre expertise. Peu importe notre niveau d'éducation, peu importe notre vécu, peu importe notre expérience de vie, on a toutes quelque chose à contribuer au collectif. Puis déjà, ça, c'est comme le morceau le plus important de la démocratie, selon moi. Merci d'avoir placé là, le contexte de la démocratie. On pourrait le regarder, puis là, vous l'avez abordé un peu, là, Monsieur Levin, dans au courant des réformes. Dans le fond, c'est qu'on parle souvent, on présente souvent les réformes dans une perspective d'efficacité, hein, mais beaucoup moins dans la perspective de ce qu'on a perdu en chemin. Fait que je voulais qu'on regarde particulièrement quand on regarde les réformes des dernières années dans le milieu de la santé, les reculs démocratiques les plus préoccupants. On en a parlé, notamment au niveau des CA, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous préoccupent dans ce qu'on a perdu au fil des années dans le système de santé? Je peux commencer. Vas-y. J'ai beaucoup réfléchi à comment j'aborderais cette réponse-là, en fait, parce que je trouve que c'est quand même un très gros morceau, une belle balle de laine là, où on a de la misère à trouver le fil pour commencer à la dérouler. Mais justement, la reconnaissance du rôle citoyen dans le système de santé est selon moi, complètement perdu. Je suis catastrophée d'entendre comment nous banalisons le fait que nos gouvernements nous traitent de clients du réseau. Et qu'on se dit, ça fait longtemps qu'ils nous parlent, qu'ils disent de nous que nous sommes leurs clients, c'est normal. Ce n'est pas normal. Le peuple, c'est nous. La nation, c'est nous. Et il faudrait qu'on se redonne le droit de s'offusquer et de s'opposer à ce glissement-là. Hein, on est des usagers du réseau, mais on est des usagers du réseau scolaire aussi. On est des usagers des transports. Donc, nous sommes citoyens à part entière partout. Ce rôle-là, il faut qu'on se le redonne, qu'on se le reconnaisse, puis qu'on se le réapproprie, parce que la démocratie a effectivement là malheureusement fondu comme peau de chagrin avec le temps. Merci aussi d'avoir parlé des réformes avec le temps.
Le communautaire, on s'est beaucoup structuré de fil en aiguille, justement, pour mettre de l'avant notre expertise, pour éviter les pertes, justement. Donc, la table, c'est des regroupements qui ont commencé à travailler ensemble suivant la réforme Rochon, justement, qui ont continué à collaborer pour essayer d'influencer les réformes, hein, pour ne serait-ce que ne pas perdre notre rôle d'interlocutrice auprès du ministère. Ce qu'on travaille encore très fort pour défendre, hein, malheureusement, la table et la CETROP, donc la coalition des tables Régionale. et merci. L'organisme communautaire. Donc, la CETROP où Farah travaille, on est les deux interlocutrices du ministère à chaque changement de fonctionnaire, à chaque changement de ministre. Et là, je veux dire, Carman qui est revenu, on recommence comme s'il avait été jamais là quasiment. Là, il faut qu'on réaffirme que nous représentons 2,25 millions de personnes au Québec, que nous représentons 3000 organismes. C'est des centaines d'administrateurs et d'administratrices qui ont toutes quelque chose à contribuer. C'est des délégués, donc on représente vraiment des décisions portées par la collectivité. Et on se retrouve devant un fonctionnaire qui balaie ça du revers de la main. C'est quand même un fonctionnaire qui a techniquement aucun pouvoir décisionnel sur la population. Fait que c'est quand même très préoccupant justement que des citoyens qui sont nos égaux, qui sont sûrement nos voisins, qu'on ait besoin là, de se réaffirmer comme ça à chaque fois, alors que pourtant, on aurait avantage vraiment à se reconnaître et à continuer le travail, puis à tirer profit de l'expertise d'autrui, justement. C'est recevoir une critique, c'est pas c'est pas se faire rabaisser, c'est vraiment se faire éclairer un angle mort, puis tout ça avec la désinformation et tout ça, on le perd beaucoup. Fait que pardon, hein, c'est pas plus réjouissant. Mais il y a quand même beaucoup d'espoir là-dedans, justement, selon moi. Merci, Jacinthe. Oui? Quelqu'un veut poursuivre? Je vais l'aborder sur deux facettes. L'impact de la perte de démocratie sur vraiment la gestion du système et l'attitude des gouvernements et surtout des fonctionnaires envers le rôle de la population dans le système de santé. Sur cette dernière, fondamentalement, ils croient que la population dans le système de santé, c'est une nuisance. C'est une perte de temps. Ça ne donne absolument rien sur l'offre de service. Ça ne nous donne absolument rien sur la qualité de l'intervention médicale. Ils ne croient pas. Et c'était pourquoi c'était facile de le balayer et de l'éliminer. Il dit, le rôle de la population, c'est dans une élection. C'est là où ils s'expriment. Une fois qu'ils s'expriment, on peut les éliminer. Et nous, on va rouler pendant le nombre d'années qu'on est là. C'est une fausseté parce que la population a le vrai pouvoir. Et si la population était capable de trouver une unification autour d'une idée, il peut vraiment influencer le roulement d'un gouvernement pendant les 4 ans. Le problème, c'est qu'on a tellement de variétés d'idées dans la population, on a tellement de distinctions entre les riches et les pauvres, et ceux qui l'ont et ceux qui l'ont pas, tellement des intérêts différents, qu'on a la difficulté de jouer sur ce vrai pouvoir de la population, dont ça prend un leadership, et le seul leadership qui existe, c'est de notre milieu communautaire. C'est le seul organisé un petit peu qui existe comme moyen d'embarquer la population. Mais c'est de l'ouvrage. Puis ça prend aussi un peu d'argent parce qu'il faut être capable de véhiculer le message et d'une façon sérieuse. Alors, ça prend un certain nombre de leadership capable de fait dans les médias, fait dans les journaux. Ça, c'est le premier volet de la démocratie et attitude gouvernementale. La perte de la démocratie, la perte des conseils d'administration a détruit les gestionnaires de notre système de santé. Et veut pas, une DG qui n'a pas d'autorité n'a pas un DG. Il est un fonctionnaire.
il est un fonctionnaire dans l'hiérarchie des fonctionnaires. Alors, tous nos PDG payés 350 000 piastres par année de nos CIS et CIUS sont sous-ministres associés et ils signent tous un droit de réserve. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est, mais le droit de réserve pour sous-ministre, sous-ministre associé, c'est que vous n'avez pas le droit de parler en public de quoi que ce soit qui se passe dans la machine gouvernementale. Vous n'avez pas le droit de parler contre le gouvernement et la punition, c'est que vous êtes évacué et vous signez ça. Alors, tous les PDG aujourd'hui signent ça. Alors, je peux vous dire qu'ils ont perdu, ils ont émasculé. Mais quand eux sont émasculés, leurs adjoints, les directeurs de soins de longue durée, les directeurs de soins à domicile, sont tous émasculés et qu'il y a besoin de demander permission de faire quoi que ce soit. Mais quand tu es dans un système où il n'y a pas d'initiative, où il n'y a pas de créativité, où il n'y a pas d'innovation, la force des personnes, des individus, les capacités des personnes est perdue. Et une des conséquences de cette perte de la démocratie dans notre système est cet impact sur l'ensemble des gestionnaires de réseau. Et il faut commencer à regarder comment le retrouver. Alors, les deux impacts que je parle de la démocratie pour notre réseau. Merci. Merci pour cette intervention. Ce qui est bien, c'est quand on a la question, initialement, on a plein d'idées, puis là, avec les échanges qu'il y a, on est comme obligé de tout changer, puis de... Mais moi, c'est sûr que pour moi, une des grandes questions, c'est comment on met en relation cette dimension démocratique participative avec la conséquence sur la santé de tout le monde. Puis j'aimais beaucoup ce que vous disiez tout à l'heure entre système de maladie versus système de santé. C'est qu'en fait, la population va être en santé parce que elle a une relation avec quelqu'un de confiance qui lui passe les messages et les informations. On l'a vu pendant la COVID. Quand ça venait de tout en haut, en fait, c'est facile de dire, ah non, mais c'est du monde qui ont des intérêts, etc. On n'a pas confiance. Si c'est une infirmière ou un médecin ou un travailleur social, une travailleuse sociale que je vois depuis des années qui me dit, il faudrait que tu fasses ça, là, je vais l'écouter. Et pour moi, c'est vraiment une de ces grandes questions de dire, en fait, au-delà de tout l'aspect, je vais dire moralement vertueux de la démocratie, là, je veux dire, on peut tous dire que c'est vertueux et c'est positif, mais en fait, c'est fonctionnellement important. C'est-à-dire qu'en fait, en enlevant ça, on éloigne et on anonymise en fait quelque part l'ensemble de l'action en matière de santé, et ça fait que effectivement, ça enlève l'engagement des personnes, c'est-à-dire que plus personne se sent concerné. C'est comme, ok, qu'est-ce que je peux en faire? Moi, j'ai juste une vitre, puis je parle à quelqu'un, puis je reçois des pilules par la poste. Là, j'exagère, mais c'est donc j'ai plus aucun levier, j'ai plus moyen. En fait, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas? Les gens se désengagent, c'est-à-dire qu'ils disent, moi, j'ai plus confiance, je n'y crois plus. Et je vais me tourner vers des gens qui vont m'écouter, qui vont avoir des recettes plus ou moins viables, qui vont être plus ou moins conspirationnistes, etc. Donc, au-delà, je dirais, au-delà de l'aspect moralement possible de la démocratie, il y a en fait des vraies conséquences que, en fait, on ne peut que être dans un système de maladie parce qu'en fait, les gens s'éloignent, ne prennent plus en charge, ne sont plus dans des instances participatives où ils vivent et ils comprennent l'impact que ça a. Et donc, en conséquence de quoi? En fait, les gens sont plus malades plutôt que d'être dans une situation de prendre soin de soi. Puis c'est sûr que quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, c'est le cas un peu en Amérique du Sud, c'est le cas aussi dans des pays scandinaves, où on a des systèmes qui sont plus décentralisés. En fait, les gens sont plus proactifs et s'engagent plus dans leur santé individuelle puis dans la santé de la collectivité qui est autour d'eux. Donc c'est sûr que d'un point de vue justement comment on améliore les choses, si les gens sont plus engagés parce que c'est quelque chose qui est plus proche d'eux, dans lequel ils ont plus un mot à dire, ultimement, on va plus être dans la prévention, on va plus être dans l'engagement, puis moins dans le désengagement, voire même la critique, puis c'est une conspiration, etc., etc. Je vais juste, parce qu'on a parlé de cette question système maladie versus système de santé. J'avais écrit un article dans Le Devoir qui était publié il y a pas longtemps
à laquelle j'ai dit que le système qui est centré sur le médecin ne devrait plus être centré sur le médecin et que le médecin devrait être seulement un chaîne, un maillot dans la chaîne du système de santé et que la population ne devrait plus être enregistrée auprès d'un médecin ni d'un groupe de médecins qui est horrible parce qu'à ce moment, aucune personne n'est responsable, mais il devrait être enregistré auprès d'un professionnel de la santé. Pharmacien, on a quand même 11 000 pharmaciens dans 1900 locales. Il peut jouer un rôle important dans l'inscription des citoyens québécois. EPS, infirmière clinicienne et autres professionnels à lesquels on accorde des pouvoirs d'intervention et que chaque Québécois est inscrit auprès de cette personne navigateur qui fait le bilan de base de l'individu et le suivi. Si vous avez le numéro de téléphone de Madame Tremblay, votre navigateur, votre implication, puis je parle de 8 millions de Québécois qui devraient avoir leur Madame Tremblay, à partir de la naissance, pas malade, bilan, suivi. Mais Madame Tremblay a le droit de demander une échographie, elle a le droit de demander des tests sanguins, elle a le droit de demander pour dépister un problème. S'il n'y a pas de problème, beau. S'il y a un problème, le pouvoir de connexion au docteur, pouvoir de connexion dans le système qui est fait par la loi. Et le docteur n'a pas le choix que de accepter la demande qui vient à lui. Mais ça change la dynamique complètement de système et met pas le médecin au centre. Et ça peut être une façon de regarder la dynamique. Alors, on a dit il faut retourner à des CLSI à cette époque-là. Le ministre Sonia Bélanger a dit dans sa dernière sortie, oui, il faut retourner. Elle a présenté un document pour que les CLSI fassent une prise en charge et on inscrit. Là, elle est encore dans l'inscription à un collectif au lieu de l'inscription à un individu. Et tout le monde au cabinet, au ministère, a ri de elle. Il dit, qu'est-ce que c'est le retour à des CLSI qui était une chose qui fonctionne pas depuis 30 ans? Et ça tombait mort, qui est dommage, parce que c'était suite à un comité sur la première ligne et comment rehausser et développer la première ligne. Et Sonia a embarqué dans ça pas mal, mais elle était ridiculisée une fois qu'elle l'a présentée. Alors, c'est juste de vous montrer comment la politique et la santé couchent ensemble et pas pour le bien-être de la population des Québécois. Voilà. Merci. Oui. Je vais juste rajouter sur quelque chose qui fait un peu le lien, c'est sur moi ce que j'appelle la capture technocratique. C'est qu'en fait, la perte de relations individuelles, et Monsieur Levine l'a dit tout à l'heure aussi, sur en fait le fait que tout le monde devient un peu un fonctionnaire sans réel pouvoir, là. C'est caractéristique des bureaucraties de grande envergure. Mais ça a vraiment une conséquence très importante, c'est qu'en fait, on a du monde, puis on parle de la CAQ comme d'un gouvernement de comptables. C'est possiblement un enjeu, mais l'enjeu général, c'est qu'en fait, toutes les grandes organisations finissent par faire monter naturellement des gens qui ont plus un profil technocratique. Puis ça veut dire quoi? C'est des gens qui vont s'arrêter sur des dimensions d'indicateurs de performance, d'efficience, d'efficacité, mais souvent avec une lentille très limitative. OK, ça prend combien de temps pour décharger un patient de l'hôpital? Ça prend combien de temps pour faire ci? Ça a pris combien de temps pour changer le bandage? Alors que et en fait tous les outils qui sont utilisés par ces gens-là, je sais pas si vous connaissez Lean, Six Sigma et compagnie, je vois des oui, ça a été fait, donc ça a été créé par Toyota. Donc, Toyota, ils soignent beaucoup de monde, ça s'appelle des voitures, ils font des voitures, etc. Et on peut avoir un indicateur très clair que ma voiture a été sortie de l'usine puis qu'elle fonctionne adéquatement. C'est relativement, il y a des gens qui font ce qu'on appelle l'assurance qualité puis ils vérifient que la voiture elle est en bon état. C'est impossible d'aller voir une patiente et de dire ah oui parfait le service après-vente a été bien fait.
il y a une dimension de soins et de relationnel qui est extrêmement importante et qui ne pourra jamais être capturée par des indicateurs. Et c'est là où la question, à mon avis, d'avoir une personne attitrée avec qui on est en relation est extrêmement important. C'est de dire, il faut revenir à un point où effectivement, pour qu'il y ait un engagement, pour qu'il y ait une volonté de la population, en fait, je veux dire, faire les bonnes choses, il faut vraiment qu'il y ait cette dimension de recréer du lien. Mais ça veut dire aussi, enlever du pouvoir aux personnes qui sont dans des situations, je veux dire, de capture technocratique, parce que eux, c'est pas dans leur façon de penser, c'est pas leurs indicateurs. Et je vais dire de manière très claire, il y a personne qui est méchant là-dedans. Tout le monde pense faire la bonne chose. C'est juste que, il y a des outils qui ont été inventés, qui sont dans un contexte donné, qui était la production automobile. Là, on essaye de les amener dans un contexte complètement différent, qui est le contexte du soin, et où la relation, par définition, est complètement différente. Une petite réaction? Très rapidement. Parfait. C'est quand même aussi, c'est sûr que ça me fait réagir tout ça parce que, encore une fois, la santé, ça se passe pas seulement dans le réseau et il faut pas assumer que tout le monde a accès au réseau, hein, que tout le monde n'a pas les moyens de se déplacer, tout le monde n'a pas la capacité de lire l'indication pour se rendre. Fait que déjà, pour moi, c'est vraiment important de faire sortir la santé et de l'amener vraiment dans nos salons. Hein. Toutes nos décisions ont un impact sur notre santé. Puis, ce que j'ai oublié de dire tantôt que je trouvais super important aussi, c'est effectivement, une fois que ramener la population à se redonner son pouvoir, chacun, il faut encore être capable de l'entendre, la population, de la recevoir. Et là, je souhaitais simplement vous éveiller là sur tous les glissements qui se passent sur justement au niveau des consultations, participer à des commissions parlementaires. Je sais pas si vous avez vu le PL 23 récemment pour les hospitalisations forcées. La commission a été annoncée la veille qu'elle commence. Fait que si t'as pas suivi le site de l'Assemblée nationale, tu passes à côté de ta chance de t'exprimer sur quelque chose qui va peut-être quand même brimer ton droit à la liberté, là, qui est quand même assez fondamental selon moi. Le fait qu'on fasse les choses sous bâillon, qu'on réduise, comme peau de chagrin, encore une fois, là, les services en personne ou par téléphone. On oblige la population à avoir accès à Internet, à avoir la littératie numérique pour être capable de trouver même vers quel professionnel se tourner. Je vous invite aussi notamment là, à aller visiter Santé Québec pour le fun. Là. Je vous mets au défi de me trouver un numéro de téléphone ou un courriel pour contacter Santé Québec. Le fait qu'on ait des agences qui sont des fantômes, c'est particulièrement préoccupant parce que même si on voulait participer, s'exprimer, émettre un bon conseil vers qui on se tourne, c'est profondément aussi préoccupant pour la santé, et en général, là, considérant que tout, on a besoin de trottoirs bien aménagés pour rester en santé aussi. On a besoin de cours d'école en bon état. Voilà. Il faut être capable de dire répondre. Merci. Merci pour tous les constats. Je pense que puis on pourrait relancer sur l'accès, les indicateurs, la première ligne, là, il y en aurait beaucoup à dire. Mais là, j'ai le souci du temps. Fait que je vais y aller peut-être, on pourrait y aller, peut-être dans des solutions un peu ou dans des pistes qui nous amènent à changer de perspective. J'aurais le goût de vous entendre si vous aviez, une chose, un levier ou vraiment une chose à miser pour améliorer la démocratie dans le système de santé, vous iriez vers quoi ou vous diriez quoi? À tour de rôle. J'aurais débuté en disant recréer les conseils d'administration dans les établissements qui existent aujourd'hui. Essayez pas de faire une réforme de structure. Essayez pas de recréer des nouveaux. On est tanné et fatigué de ça et ça prend tellement de temps avant qu'une nouvelle structure se mette en place. Mais faites un vrai CIA au Santé Québec, un vrai CIA aux 22 CIS et CIUS qui existent, un vrai CIA à des établissements autonomes comme le CHUM, le CUSUM, l'Institut de cardiologie, etc. Les vrais CIA qui viennent de la population, avec élection de la population au conseil d'administration, avec la capacité de choisir leur DG, et à ce moment, pour satisfaire au gouvernement, assurer qu'il participe au choix de DG et que
il faut, parce que de perdre le lien entre le contrôle du ministère et l'ensemble des PDG va être difficile, mais accepter de les donner un budget et de les pas toucher tant qu'ils sont pas en déficit, qui était le cas dans mon temps, et de arrêter à prescrire comment livrer des services. Vous savez, avec la création des CIS et CIUS, leur organigramme d'une organisation était défini par le ministère. Alors, si vous êtes dans le Côte-Nord, puis vous avez besoin d'une certaine structure, ou si tu es à Montréal, ils ont exigé exactement la même structure, les mêmes directeurs de chaque département, les mêmes directeurs adjoints de chaque département, et peut-être c'est pas ça que votre communauté ou votre milieu a besoin de tout, mais ils l'ont prescrit. Alors, changer ça, c'est peut-être un début sans que ça change des structures. Merci. On commence avec ça. Je le sens bien. On commence avec ça, mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses? Stéphane, Jacinthe? Moi, je surprendrais probablement personne. J'ai l'impression d'être un vinyle un peu rayé. Mais c'est sûr que je prêche pour ma paroisse. Financer des groupes communautaires autonomes à la mission, vraiment, comme outil de protection du droit d'association des membres des groupes. Reconnaître vraiment que la mission, c'est le financement à la mission, c'est pas juste parce que ça permet à l'organisme d'attribuer les sommes là où il en a vraiment besoin, mais c'est vraiment parce que c'est comme ça qu'on protège l'Assemblée générale l'Assemblée générale tout court de l'organisme et sa capacité à prendre ses décisions. De bien nous financer, c'est 2,6 milliards pour tous les organismes communautaires autonomes, pas juste en santé et services sociaux, vraiment l'ensemble, parce que l'éducation a un impact sur la santé et etc., hein, indivisibilité et interdépendance des droits. Excusez-moi, je m'en parle tout le temps dans mes syllabes. Fait que, c'est sûr que de soutenir le milieu communautaire, la participation citoyenne, l'engagement, la transformation sociale, c'est pas admettre qu'on a tort comme société, c'est au contraire être une société vivante qui veut avancer. C'est normal que ça évolue une société, qu'on soit plus à la même place que dans les années 70. Notre système de santé aurait probablement évolué de toute façon. Seulement, on l'aurait amené sûrement ailleurs, puis on n'a aucune idée de ce qu'on se prive encore, ça brise le cœur. Merci. Moi, je vais y aller avec une proposition qui est, on va dire, une cible à moyen terme. Là, puis j'ai pas la baguette magique pour m'y rendre. Donc, moi, je représente un peu aujourd'hui donc ce qu'on appelle le Pacte Santé au Québec, qui est une initiative qu'on a lancée avec une douzaine de personnes. On est trois quand Sophie va revenir à proposer ça. En fait, puis c'est difficile de le faire en une. Alors, je vais le faire en une, mais en plusieurs volets. On est libre. Mais en fait, l'idée, c'est d'essayer d'arriver l'inspiration de base, je dirais, c'est un peu de la commission Kestonguay-Nepveu qui a présidé, mais c'est de dire comment est-ce qu'on peut arriver en amont de l'élection ou en aval de la prochaine élection à avoir un engagement des différents partis politiques, des partenaires sociaux, à vraiment et à l'ensemble des parties prenantes impliquées au sens large, là, au sens écosystémique, de dire qu'est-ce qu'on fait justement pour redonner du pouvoir et simplement pour être réellement plus efficace, pas efficient, mais vraiment être capable de rendre notre service. C'est quoi l'idée derrière? C'est que l'expérience montre que les réformes top-down ne marchent pas. Elles ont pas marché et j'ai une grande nouvelle, elles marcheront pas plus. Dans le sens qu'il y a personne qui est capable d'embrasser l'envergure du problème et de dire, moi, dans ma tête, je fais rentrer tout ça et je vais, de mes paroles, vous dire qu'est-ce qui va changer. Ça arrivera jamais. Donc, c'est simplement d'amener à reconnaître que personne individuellement n'a la solution. Aucun changement va se faire en 12 mois, 18 mois ou 24 mois. C'est un changement qui va être long. Et c'est une des raisons pour lesquelles, idéalement, il faut essayer de créer un regroupement aussi des partis politiques. C'est que on veut avoir au moins une base de fonctionnement, une cible qui va être capable de dépasser les cycles électoraux. J'ai un gouvernement minoritaire la prochaine fois, il dure 2 ans. Ben, s'il a commencé quelque chose, j'aimerais que on fasse pas un 180 puis qu'on repart dans une autre direction, qu'il y ait une base qu'on soit capable de faire. Et ça implique effectivement de créer, on parlait de pouvoir là, des leviers de pouvoir, c'est-à-dire des entités, des organismes qui vont être capables de surveiller, d'être entendus et de dire ok, non, alors on s'était tous entendus qu'on allait dans cette direction, on continue dans cette direction. Donc c'est pas une proposition qui est, je dirais, terrain, mais elle vise à définir ce que le terrain peut faire et de permettre à tout le monde de lever la main.
de dire, moi, je peux contribuer à ça. Moi, je suis capable d'aider là-dessus. Moi, dans le communautaire, nous, on peut avoir un rôle là-dessus. On peut avoir un rôle pour qu'il y ait moins de gens qui viennent à l'hôpital. S'il y a moins de gens qui viennent à l'hôpital, le système va coûter moins cher. Tout ça, c'est des chiffres qu'on a, c'est documenté. La prévention coûte beaucoup moins cher que le traitement. Donc, comment est-ce que tout le monde peut dire, moi, j'ai une place, là, j'aimais beaucoup quand Jacinthe disait, l'aspect de la démocratie, c'est que chacun peut dire oui, peut contribuer. C'est vraiment l'idée, c'est que on en vienne à un mécanisme, et c'est pour ça que je dis, comme la commission Castonguay veut, mais peut-être plus participative, et moins une commission au sens d'une consultation et des audiences, mais vraiment plus de travailler et de dire, OK, qui a une contribution à amener par rapport à ça? Et après, qu'on crée des espaces, là, David parlait d'innovation, d'avoir des espaces d'expérimentation. C'est-à-dire, on se donne 2 ans, puis il y a un CLSC ou une place qui teste quelque chose. Et il revient après à tout le monde et il dit, ouais, ça marchait un peu moins bien. Puis après, on voit si ça se développe, etc. Mais ça, c'est des choses, on parlait, là, la démocratie, ça prend du temps, les changements prennent du temps. Donc, il y a vraiment cette notion de dire, il faut accepter aussi que il y a des changements peut-être qui peuvent être faits à court terme, comme de renforcer les processus de représentation dans les CA, mais il y a des processus où il faut accepter que ça va prendre du temps. La dernière chose, je suis tout à fait d'accord, arrêtons les changements de structure. Là, moi, j'appelle ça la structurite. On change des structures, ça change rien. Faut changer comment on se comporte ensemble. Merci pour ces premières pistes de solutions. Merci. Je suis certaine cet après-midi, on aura le temps de creuser ces questions-là.